Bienvenue sur la chaîne podcast de Pilot. Ici, on parle Airbnb, rentabilité et décisions concrètes pour les propriétaires qui veulent arrêter de subir et reprendre le contrôle de leur activité. Je te souhaite une bonne écoute. Imagine un peu la scène. Un acheteur met absolument toutes ses économies, mais vraiment toutes, dans l'acquisition d'une maison. Ouais, le projet d'une vie, quoi. C'est ça. Et les fondations sont impeccables, la toiture est super saine, il n'y a pas la moindre trace d'humidité, enfin, c'est du solide. Le genre d'investissement classique. Exactement. Mais voilà qu'à cause d'un simple document de 4 pages, un truc généré par un algorithme, l'État interdit purement et simplement la mise en location de ce bien. Ah oui, le coup près. Et bim, sa valeur sur le marché s'effondre instantanément de 30%. Bienvenue sur le marché immobilier belge en 2026. C'est fou, mais c'est un scénario qui est vraiment en train de devenir la norme, en fait. Complètement. L'approche classique, un peu viscérale de l'investissement, où l'on tapait sur les murs pour juger de la qualité d'un bâtiment, cette époque est révolue. Ouais, aujourd'hui, tout ce béton, toutes ces briques, ça s'efface complètement face à un simple bout de papier. Un papier qui agit un peu comme le dictateur absolu du marché. D'accord, décortiquons tout ça parce que c'est l'objet de notre plongée d'aujourd'hui. Je suis prêt, on a du pain sur la planche. On va examiner cette révolution silencieuse, mais d'une brutalité financière inouïe qui frappe le marché immobilier belge. Et on va cibler tout particulièrement la Wallonie, qui vient juste d'adopter de toutes nouvelles réglementations en décembre 2025. Des règles qui redessinent complètement non seulement la valeur des biens, mais aussi la définition même de ce qu'est un propriétaire en règle. Tout à fait. Et pour mener cette analyse approfondie, on a passé au crible une montagne de sources. Des communications officielles et très récentes du gouvernement wallon, des guides stratégiques pour les investisseurs issus de plateformes comme Smoovin ou WeInvest. Très utile ces guides d'ailleurs. Ah oui, super concret. Et on a aussi épluché les directives très techniques des agences de certification de terrain comme Certinergie et Énergie Logement. Ce qui est bien avec ce mélange de sources, c'est qu'on a à la fois la théorie législative globale et la réalité un peu froide du terrain. Voilà. Et la mission de notre exploration, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de décrypter ce labyrinthe administratif. Sans endormir tout le monde avec du jargon juridique si possible. Échéance qui affole les acheteurs, comment un simple algorithme peut détruire la valeur d'un portefeuille, et surtout, quelles sont les actions réelles à mener pour éviter des sanctions potentiellement catastrophiques. Parce que le fameux certificat PEB, la performance énergétique des bâtiments, ce n'est plus juste une formalité pour faire joli, c'est le juge de paix. C'est clair. Mais avant de plonger dans la panique des dates butoirs et des amendes, il faut d'abord comprendre ce que ce fameux certificat mesure réellement. Oui, la mécanique de base. En gros, le PEB classe les logements sur une échelle qui va de la lettre A, voire A+, en Wallonie et en Flandre pour les trucs ultra performants, jusqu'à la lettre G. Le fameux G, les passoires énergétiques comme on les appelle. Exactement. Et le calcul est très spécifique. Le logiciel évalue l'énergie théorique qu'il faudrait pour maintenir l'habitation à une température standard de 18 degrés. Et ça, c'est valable 10 ans, sauf gros travaux. Et c'est précisément dans cette méthode de calcul que réside le plus grand malentendu pour le grand public. Enfin, la confusion totale entre la théorie et la réalité. Oh oui, parce que le PEB ne prend absolument pas en compte le comportement de l'occupant. C'est une étiquette collée sur la brique, pas sur l'humain. Pas du tout, ouais. Moi, j'aime bien comparer ça à l'étiquette énergie d'un vieux frigo. Qu'on l'ouvre 50 fois par jour ou qu'on le laisse fermer pendant un mois, l'étiquette restait la même. Mais là, on applique ça à une maison de plusieurs centaines de milliers d'euros. La comparaison illustre parfaitement le clivage. Le logiciel se moque de savoir qui habite là. Mais du coup, ça crée des situations absurdes. Si on imagine une personne très économe, disons une grand-mère dans une maison classée G, elle ne chauffe qu'une pièce, elle met de gros pulls. Sa facture réelle est minuscule. Très faible empreinte. Voilà. Et de l'autre côté, une famille dans une maison neuve, classée A, mais qui chauffe à 25 degrés, les fenêtres ouvertes. Le cauchemar écologique. La grand-mère a une empreinte carbone bien plus faible dans les faits, mais son certificat sera catastrophique, ce qui semble hyper contre-intuitif, non? On pénalise la sobriété réelle. Ce qui est fascinant ici, c'est justement cette déconnexion assumée entre l'usage et la structure. C'est profondément contre-intuitif à l'échelle individuelle, je suis tout à fait d'accord.
Ça génère un sentiment d'injustice terrible. Bah oui, on la comprend, cette grand-mère. Mais si on change de perspective, pour se placer à l'échelle macroéconomique, cette standardisation aveugle, c'est vraiment le seul moyen objectif de comparer deux biens immobiliers sur un marché ouvert. Ah, parce que si on notait les factures, on noterait le style de vie de la personne, pas la capacité de la maison. Exactement. Si un acheteur visite la maison de cette fameuse grand-mère, il a besoin de savoir ce que le bâtiment exigera en énergie s'il décide d'y vivre lui, avec 3 enfants, et de chauffer à 21 degrés. On retire le facteur humain pour obtenir une base mathématique pure. D'accord, je vois la logique. Et il faut bien comprendre que tout ça, ça ne sort pas d'un chapeau bureaucratique local. Ça découle d'une obligation européenne, la fameuse directive PEB4. Qui lise la neutralité carbone pour 2050, c'est ça? C'est ça. Une ambition monumentale. Et le certificat PEB, ce n'est que le thermomètre choisi par l'Europe pour mesurer l'avancée vers cet objectif. Un thermomètre qui vient de subir une sérieuse mise à jour, du coup. Parce que si la norme vient de l'Europe, c'est bien aux régions de décider à quelle vitesse elles veulent forcer la transition, non? Tout à fait. Et c'est là que chaque région fait sa propre cuisine. Ce qui nous amène à la stratégie de la Wallonie et à cette fameuse accélération législative de décembre 2025. Le gouvernement wallon a décidé de mettre un coup de pression monumental sur les propriétaires avec un tout nouveau calendrier de 2028 à 2050. Un calendrier de rupture, oui. Pour le contexte, ça remplace l'ancien plan, le PACE, qui était beau sur le papier mais qui n'avait aucune mesure d'exécution contraignante. C'était juste des promesses, en gros. Immédiat et frontal. Élimination totale et définitive des labels F et G d'ici 2035. Sur tout le territoire wallon. Et pour y arriver, les règles varient selon le profil. Pour les acheteurs, c'est ce qu'on pourrait appeler un véritable sprint. Le mot est faible. À partir de 2028, quiconque achète un bien en Wallonie aura très exactement 5 ans après la signature chez le notaire pour atteindre un certain label. 5 ans pour tout changer? C'est ça. Par exemple, un achat en 2028, il faut atteindre le label D d'ici 2033. Si on achète en 2031, il faudra atteindre le label C en 5 ans. Et ça continue jusqu'au label A, obligatoire pour un achat en 2041. Il faut bien se rendre compte que 5 ans, à l'échelle de l'immobilier et des gros chantiers de rénovation, c'est littéralement demain matin. C'est un délai extrêmement agressif. Mais c'est même presque mission impossible sur le terrain, hein. On achète, on découvre l'ampleur des dégâts, il faut trouver un architecte, Obtenir les permis d'urbanisme qui prennent des mois. et puis trouver des entrepreneurs qui ne sont pas bookés pour les 2 prochaines années, hein. 5 ans pour transformer une ruine en label D ou C, c'est terrifiant. Et l'effort n'est pas que temporel, il est technologique. C'est pas juste remettre de la laine de verre au grenier, hein. Il y a la fin programmée des chaudières à énergie fossile. Ah oui, le mazout. Exactement. Les sources sont formelles. Dès 2026, interdiction totale du mazout ou du charbon dans les constructions neuves. En 2027, ça s'applique aux rénovations lourdes. Et ensuite, Et la date couperet absolue, c'est 2031. Interdiction totale de remplacer une chaudière par du mazout. Quelles que soient les circonstances. C'est la mort définitive du mazout. donc si on récapitule, on demande à quelqu'un qui achète sa première maison en 2028 d'avoir le budget pour l'achat, plus le budget colossal pour isoler à fond et changer le chauffage en 60 mois. C'est exactement ça. Mais c'est une barrière à l'entrée hallucinante pour les jeunes ménages. Si on relie cela à la vision d'ensemble du législateur, c'est un effet secondaire totalement assumé. En fait, l'objectif caché, c'est d'empêcher l'achat de bâtiments vétustes par des ménages qui n'ont pas les reins financiers assez solides. Waouh, c'est violent. Oui, le gouvernement force ce qu'il appelle le saut de label. Il ne veut plus de petites retouches, il veut des métamorphoses complètes. Et ça, c'est le sprint pour les acheteurs. Mais il y a aussi un marathon pour les propriétaires existants, n'est-ce pas, Sam? Absolument. Ceux qui ne vendent pas et n'achètent pas ne sont pas épargnés. Voilà. Pour eux, c'est progressif. Obligation d'atteindre le label F minimum en 2031. Ensuite le E en 2036, le D en 2041, jusqu'au fameux label B en 2050. La stratégie assumée, c'est d'avoir 100% du parc immobilier wallon certifié d'ici 2030, avec un certificat censé être simplifié. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on parle de la Wallonie, mais on est en Belgique. Ah, la complexité belge. Voilà. 3 régions avec des pouvoirs immenses. Que se passe-t-il quand on regarde les sanctions ou si on traverse la frontière régionale? Les sources mettent en lumière un choc frontal entre les régions. C'est un véritable chaos réglementaire. Parlons des amendes wallonnes d'abord. Pas de PEB à la vente ou location, 1 000 € d'amende. Pas affiché dans l'annonce, 500 €. C'est direct?
Oui, mais le détail fou, souligné par les guides, c'est que les sanctions pour le non-respect des rénovations, les fameux sauts de label, ne sont même pas encore fixées. Ce qui laisse une zone d'ombre hyper anxiogène. On a une obligation de résultat pour 2028, mais l'arme de la sanction n'est pas calibrée. C'est avancer dans le brouillard. Pendant ce temps, au nord du pays, la Flandre fait complètement marche arrière. Depuis janvier 2025, oui. Ils ont ralenti la cadence, ils donnent 6 ans aux acheteurs au lieu de 5 pour attendre le D. Et surtout, ils arrêtent le durcissement au-delà du label D pour le moment. Ils freinent. Ils freinent sur le calendrier, oui, par pragmatisme face au retour du secteur de la construction. Mais par contre, leurs amendes, si on ne respecte pas le minimum, c'est apocalyptique. De 500 € jusqu'à 200 000 €. C'est un changement de paradigme complet en Flandre. Moins de contraintes temporelles, mais une épée de Damoclès financière terrifiante. Et la troisième région, Bruxelles, et son modèle Rénolution. Encore un autre univers. Hyper strict. Obligation du label E en 2033, C en 2043. Et des sanctions automatiques à partir de 125 €, proportionnelles au kilowatt près, à l'écart avec l'objectif. La parfaite illustration du morcellement belge. 3 visions, 3 exécutions. C'est ahurissant pour quiconque essaie de gérer un portefeuille IMO. C'est comme jouer à 3 jeux de société en même temps avec des règles contradictoires. Et la conséquence directe de ces divergences, c'est que ça modifie artificiellement la valeur de la brique selon le code postal. Exactement. Prenons 2 maisons passoires classées G, identiques. L'une juste au nord en Flandre, l'autre 10 km plus au sud en Wallonie. Un investisseur va acheter la flamande parce qu'il a 6 ans et peut s'arrêter au label D. Mais il fuira la maison wallonne comme la peste. Voilà, à cause de ce compte à rebours de 5 ans vers des labels toujours plus stricts. La frontière manipule littéralement la richesse immobilière. C'est une distorsion de marché pure et simple. Alors, face à ce labyrinthe, comment un propriétaire peut-il protéger son patrimoine et réussir l'audit CF? C'est la grande question. D'abord, le coût de ce certificat. Les tarifs sont libres. Les sources comme Certinergie parlent de 165 € pour un studio, 265 € pour une maison. Pas énorme en soi, mais attention aux appartements. Ah oui, le fameux obstacle du rapport partiel, un vrai cauchemar. Le propriétaire ne peut rien faire si le syndic n'a pas fourni ce rapport pour les parties communes, comme la toiture ou la chaufferie. Si le syndic traîne, la vente est bloquée pendant des mois. Mais imaginons que l'auditeur est enfin là, dans le salon. C'est là que le concept des preuves acceptables entre en jeu. L'algorithme est impitoyable là-dessus. C'est un peu comme un contrôle fiscal à livre ouvert. Si le propriétaire dit « j'ai isolé le mur en 2015 », l'auditeur veut des preuves, des factures, des photos du chantier avec l'épaisseur de l'isolant. S'il n'y a rien pour le prouver, Le certificateur a les mains liées. Il est obligé d'appliquer ce qu'on appelle des valeurs par défaut. et ça fait mal. Très mal. Le logiciel part du principe mathématique que sans preuve, l'isolant n'existe pas. Un mur récent sans facture est noté comme un mur de briques pleines du 19e siècle. Résultat, le score s'effondre de 2 lettres directes. C'est une présomption de culpabilité énergétique. Si tu n'as pas gardé tes reçus, le système te punit. Exactement. Et une fois le verdict tombé, il faut améliorer ça. Les guides parlent de petites astuces d'abord. Des joints aux fenêtres, des panneaux réflecteurs derrière les radiateurs, du LED partout, un thermostat intelligent. Ça peut faire passer d'un petit E à un gros D. Oui, mais il ne faut pas se leurrer. Ces petites optimisations ne suffiront jamais pour les agendas de 2035 ou 2050. Non, là, il faut sortir l'artillerie lourde, toiture ou nouvelle chaudière. Les agences disent qu'une nouvelle chaudière performante peut sauver 30% d'énergie théorique d'un coup. C'est l'intervention majeure. Mais le coût est massif. Des dizaines de milliers d'euros. D'où le soutien financier de la Wallonie prévu pour octobre 2026. Le Rénopac, un prêt à taux zéro avec prime intégrée, et le Rénoprêt, à taux variable selon les revenus. Mais avec audit préalable obligatoire. On ne change pas ses fenêtres sur un coup de tête pour demander l'argent après. Non, il faut suivre le plan à la lettre. Et cela soulève une question importante sur l'évolution des aides. Avant, on donnait des primes poste par poste. Un peu pour le toit, un peu pour la chaudière. Maintenant, l'État finance l'investissement global, le fameux saut de label. On ne veut plus de petites retouches. Non, l'État exige des métamorphoses complètes des bâtiments. Au moins, il y a une bonne nouvelle dans toute cette tempête réglementaire pour les bailleurs. Ça concerne l'indexation des loyers. Ah oui, le blocage est levé.
Exactement. Entre fin 2022 et fin 2023, on ne pouvait plus indexer le loyer des passoires énergétiques. C'était la panique pour les propriétaires avec l'inflation. Mais depuis fin 2023, c'est redevenu possible à 100% pour tous, peu importe le label PEB. C'est un soulagement évident à court terme, mais stratégiquement, ça ne doit pas masquer le mur réglementaire qui approche. C'est juste un répit. C'est clair. Alors, si on synthétise un peu pour l'audience, le constat est sans appel. Le PEB a muté. Ce n'est plus juste un bout de papier administratif. C'est la colonne vertébrale du droit de la propriété en Belgique, le filtre mathématique qui évaluera chaque brique pendant 30 ans. Pour quiconque écoute, qu'on achète, qu'on vende ou qu'on loue, comprendre cette bascule de 2028 et de 2031, c'est aussi vital que de vérifier si le toit fuit. C'est même plus dangereux financièrement. Ignorer ça, c'est s'exposer à une dévaluation brutale de son patrimoine. Et c'est justement sur cette idée que je veux clore notre discussion. Avec des calendriers aussi serrés, des coûts massifs et ce système par défaut intraitable, est-ce qu'on ne se dirige pas inévitablement vers un marché immobilier à deux vitesses? C'est le grand risque social, oui. Est-ce qu'on va voir l'émergence d'une génération de propriétaires prisonniers de biens invendables et inlouables? Des actifs toxiques bruns, pas parce que la maison va s'effondrer, juste parce qu'ils n'auront pas la capacité d'emprunter pour atteindre ce fameux label A d'ici 2050. La question du financement est au cœur du problème. Que se passera-t-il économiquement et socialement quand l'algorithme décidera qu'il est temps d'envoyer toute une maison à la décharge parce qu'elle n'est plus conforme? C'est une perspective assez vertigineuse à garder en tête pour l'avenir. Une vraie bombe à retardement. Si ce sujet t'a été utile, tu peux retrouver l'analyse complète et les retours terrain dans le School de Pilot. Le lien est en description. À très vite.